Disparaître des radars lorsqu'on est l'un des hommes les plus puissants du monde? Beaucoup en ont rêvé. Et si je vous dis que quelqu'un a peut-être réussi? Attention, car aujourd'hui je vais vous présenter une énigme qui passionne tous les amateurs d'histoire. Et si Alexandre Ier avait simulé sa propre mort? Salut à tous, c'est Alex, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un soir, une histoire. Le concept, il est simple. Tous les soirs, du lundi au jeudi, je vous raconterai un récit captivant. Et croyez-moi que vous allez en apprendre beaucoup avec moi. Vous avez compris les règles? Alors let's go. Allez, on plante le décor. Nous sommes à Taganrog, dans le sud-ouest de l'Empire russe, en 1825. Sous l'impulsion des tsars, cette ville méconnue du Caucase était devenue un port très actif de la mer d'Azov. Mais bon, à part des soldats et des paysans, on se presse pas vraiment au portillon pour visiter Taganrog. Sauf que voilà, en 1825, la ville accueille un invité on ne peut plus prestigieux. Qui ça? Eh ben le tsar Alexandre Ier en personne. L'impératrice Élisabeth de Russie se sent très faible et les médecins ont un remède idéal, changer de climat. Alors voilà que l'empereur accompagne sa dulcinée pour un voyage de couple dans le Caucase. Personnellement, j'aurais choisi une autre destination. Sauf que le séjour en Thalasso ne se passe pas vraiment comme prévu. Si madame ne va pas bien, c'est surtout la santé de monsieur qui allait en prendre un sérieux coup. Au cours d'une visite d'un monastère en Crimée, le souverain attrape froid. Plus tard, à Sébastopol, l'empereur se plaint de douleurs à ses médecins, mais ne veut pas entendre parler de médicaments. Faut dire qu'à cette époque, les médicaments, c'était pas vraiment ça. Finalement, le 1er décembre 1825, dans la ville de Taganrog, que vous connaissez désormais, l'empereur Alexandre Ier meurt à 47 ans. Son corps est rapatrié à Saint-Pétersbourg, où le souverain est inhumé quelques mois plus tard. Alors voilà, vous savez désormais tout sur la mort d'Alexandre Ier. Mais attendez, et si l'empereur avait en réalité simulé sa propre mort? Pour résoudre cette énigme, laissez-moi d'abord faire un retour dans le temps. Cette fois-ci, nous sommes en 1801 à Saint-Pétersbourg. Il fait nuit, il fait sombre. Et comme souvent en Russie, il fait froid. Le tsar d'alors se nomme Paul Ier. Fils de la glorieuse Catherine II, Paul déteste sa mère. Et dès qu'il prend les clés du pays, il n'a qu'un but en tête, détruire tout ce qu'elle a accompli. Désormais, il n'y a plus de reine en Russie. Les intellectuels sont libérés des prisons. Paul Ier n'en fait qu'à sa tête, et ses demandes sont de plus en plus loufoques. En 1801, il va même jusqu'à ordonner une invasion des Indes britanniques. Ça commence à faire beaucoup pour la noblesse russe. Des soldats font irruption dans sa chambre, au beau milieu de la nuit. On oblige l'empereur à signer son abdication. Il résiste, se débat, mais finit par mourir étranglé. Son fils, Alexandre, est au courant de cette conspiration. Mais jamais n'aurait-il cru que son père allait périr cette nuit-là. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà donc que c'est lui qui devient empereur en 1801, seulement à l'âge de 24 ans. C'est un véritable feuilleton, une vraie Tsar Academy. Mais le tsar a des ambitions. Sauf que quelqu'un d'autre, bien plus à l'ouest, est encore plus ambitieux que lui. Au début du 19e siècle, Napoléon Bonaparte est l'homme le plus puissant du monde. Le tsar tente bien d'affronter la grande armée de Napoléon. Mais lui, comme les autres, se casse les dents face aux Corses. Alors, en 1807, Alexandre Ier signe un accord de paix avec Napoléon. Ça ne l'emballe pas franchement, mais voilà qu'il devient maintenant l'allié de la France. Bon, fallait pas pousser le bouchon trop loin non plus. Quand l'empereur va obtenir un date avec la sœur du tsar, ce dernier n'est pas vraiment emballé. Être allié de circonstance? Ok, mais être son beau-frère? Faut pas exagérer. Faut dire que le grand ennemi de Bonaparte, c'est pas la Russie, c'est l'Angleterre. Ouais, mais le hic, c'est que la marine française ne fait pas le poids face aux British. Alors pour faire mal, il reste à Bonaparte une dernière cartouche. Le nerf de la guerre, le porte-monnaie. Alexandre, désormais main dans la main avec Napoléon, en tout cas sur le papier, ne peut plus faire des affaires avec l'Angleterre. Sauf que vous voyez, les Anglais sont de bons acheteurs, et se passer d'un client comme ça, c'est pas terrible comme business model. On peut le dire, Alexandre ne va pas tenir ses engagements très longtemps. En 1812, Napoléon veut donner la leçon à la Russie. On connaît la suite, un véritable enfer qui soldera la fin de l'aventure glorieuse de l'empereur français. Bon, excusez-moi, mais les Russes étaient vraiment prêts à tout. Les gars sont allés jusqu'à mettre le feu à Moscou avant de fuir. Lorsqu'Alexandre arrive à Paris en grand gagnant, les Français sont effrayés à l'idée de voir des Cosaques revanchards tout détruire sur leur passage. Mais il n'en sera rien. Alexandre ordonne de se comporter avec exemplarité et refuse même le dépeçage territorial de la France. C'est un vrai gentleman finalement cet Alexandre. Il
Faut dire que depuis Pierre le Grand, les tsars de Russie sont des grands amoureux de la France. Catherine II correspondait dans un français parfait avec Voltaire. Elle parlait d'ailleurs mieux français que le russe. La tradition francophile des tsars va durer pendant bien longtemps. Écoutez donc cet enregistrement de Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Monsieur le Président, et vous venez de voir le défilé. On se heureuse d'avoir pu rendre les honneurs au chef hautement estimé de l'État, ami et allié. Ah, il y a quand même du niveau, hein. Alexandre Ier est donc le grand vainqueur de Napoléon et peut remodeler l'Empire russe à sa guise. Sauf que voilà, d'année en année, le tsar semble se désintéresser totalement du pouvoir. Alexandre devient de plus en plus mystique et délègue la direction de l'Empire à ses subordonnés. En 1824, il déclare à Guillaume de Prusse « J'abandonnerai le trône lorsque j'aurai 50 ans ». Mais prendre sa retraite d'empereur, Alexandre le veut vraiment, vraiment, vraiment. Allez, repartons à Taganrog en 1825. Le tsar décède subitement et voit son frère Nicolas prendre la relève. Un chapitre de l'histoire russe se referme. Alexandre fait désormais partie des livres d'histoire. Avançons 10 ans plus tard, en 1836. Où sommes-nous? À Perm, dans l'Oural. Il faut que je vous raconte quelque chose. Le 4 septembre, un marchand décrit un homme étrange qui ne lui donne pas un bon pressentiment. L'homme est grand, gracieux, âgé d'environ 60 ans. Il dit qu'il s'appelle Féodor Kuzmich. Problème, l'individu n'a pas de papier sur lui. Pire, on ne connaît rien, mais strictement rien de son passé. Il dit qu'il se souvient pas de sa vie et qu'il ne sait même pas écrire. Sa seule raison de vivre, c'est l'orthodoxie chrétienne. Ce gars n'a pas l'air très fiable et illico presto, on l'envoie en exil au fin fond de la Sibérie. Kuzmich vit alors une existence des plus austères. Il dort sur une planche de bois et ne porte que des vêtements modestes. Lorsqu'on le questionne sur son passé, il répond « Pourquoi pensez-vous tout le temps que ma situation est pire qu'avant? Aujourd'hui, je suis libre. Si vous me rendiez à mon ancienne position, alors je serais un homme malheureux. Le luxe ramollit notre corps et affaiblit notre âme. » Bon, la voix, c'est pas encore ça. Enfin, un peu de sagesse dans ce monde de brutes. Féodor Kuzmich devient un mystique vénéré. On dit de lui qu'il connaît tout sur tout. Et surtout, il accomplit des miracles. Sa vie est dédiée à la prière. Et il meurt en 1864 sans aucun bien ni argent à son nom. Alexandre Ier, Féodor Kuzmich, vous me voyez venir? Et oui, nombreux sont ceux à se demander si ces deux personnes n'était en fait pas une seule. Avant de mourir, un prêtre ose demander à Kuzmich s'il est bien Alexandre. Sa réponse: il n'y a pas de secret qui ne se dévoile pas. On dirait le parrain. Faut dire que Kuzmich était en réalité plutôt humble sur ses compétences. L'ermite savait lire et écrire, et avec classe en plus. D'ailleurs, des experts confirment que l'écriture de Kuzmich est très similaire à celle d'un certain Alexandre Ier. Il parle français, il connaît l'histoire des guerres de Napoléon dans ses moindres détails. C'est quand même étonnant pour un mystique vagabond, non? Lorsqu'Alexandre II, petit-fils d'Alexandre Ier du nom, voit une icône de Féodor Kuzmich, il est troublé. Ah, l'homme a quand même des allures de son grand-père. Le mystère doit être résolu. Le tsar ordonne l'ouverture de la tombe d'Alexandre Ier. Et là, le cercueil est tout simplement vide. Et voilà comment, jusqu'à aujourd'hui, le mystère de la mort d'Alexandre Ier est resté dans les annales. Je dis mystère car officiellement, personne ne peut être certain que Féodor Kuzmich était en réalité le vieillard Alexandre Ier. Pour certains, le tsar avait été hanté toute sa vie par la mort de son père. Pour se faire pardonner, il s'est tourné vers un profond mysticisme. Léon Tolstoï de nous expliquer. Alexandre est mort subitement, il ne souffrait d'aucune maladie auparavant. Il est mort loin de chez lui, dans un endroit loculé. Lorsqu'il a été mis dans le cercueil, beaucoup de ceux qui l'ont vu ont dit qu'il avait beaucoup changé. Et le cercueil a été très rapidement scellé. Vous voulez un détail encore plus troublant? À la mort de Kuzmich, on retrouve dans sa cabane des objets ayant appartenu à Alexandre Ier. Kuzmich? Alexandre? Il y aurait bien une façon d'en avoir le cœur net. Faire des tests d'ADN. Sauf que ni l'Empire russe, ni l'URSS, ni la Russie d'aujourd'hui ne veulent entendre parler de cette histoire. Faut dire que pour le roman national, avoir un tsar qui devient SDF, c'est pas franchement très glorieux. En plus de ça, l'église orthodoxe refuse catégoriquement qu'on désacralise les restes du vénéré
Féodor Kuzmich. Почему люди идут к царству Федору? Не потому, что он император, не потому, что он был главой нашего российского государства, а потому, что он является угодником Божьим. Pourtant, un test ADN peut résoudre bien des énigmes. Prenez la duchesse Anastasia Romanov par exemple. Pendant longtemps, la rumeur a couru qu'elle avait survécu à l'assassinat de sa famille par les bolcheviks. En 2007, des tests génétiques prouvent enfin avec certitude que la pauvre fillette n'a pas échappé à la révolution. Si Féodor Kuzmich est bien Alexandre Ier, alors ce dernier aurait vécu jusqu'à l'âge vénérable de 87 ans. Mais ça, on n'en sera jamais certain. Ce qui est certain, c'est que c'était un plaisir de vous raconter ce récit aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me proposer des thèmes à évoquer en commentaire. Alors moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Un soir, une histoire. Bonne nuit à tous.